Mesdames et messieurs, voilà mes liens d'intérêt. Bon, Jérôme en a déjà parlé, effectivement, quelle que soit la nature du stress, et ça comprend l'ensemble des pathologies, que ce soit le choc septique, le choc hémorragique ou le choc cardiogénique, la réponse de l'organisme à l'agression est généralement la même, et elle se traduit en termes physiologiques et biochimiques de la même façon. Alors, sur cette diapositive, vous est représenté de façon très schématique, sans discuter beaucoup cette fois-ci des effets immunitaires des bêta-bloquants, l'action du système nerveux sympathique est en gros le système salvateur qui vous préserve un petit peu lors du choc hémorragique, qui vous fait battre le cœur plus vite lorsqu'il faut qu'il batte plus vite, et puis celle du système parasympathique qui est plutôt une action calmante. Globalement, la stimulation sympathique elle se traduit par une augmentation de la pression artérielle, par une tachycardie et par d'autres effets qui nous intéressent moins pour ce topo. Dans le choc septique, on le sait, y compris lorsqu'on n'utilise pas de drogue vasopressive, c'est-à-dire dans le sepsis sévère ou dans le choc septique, les taux de catécholamine circulante sont élevés. Et un état de choc septique spontanément non traité, c'est une espèce de phéochromocytome, et ça vous est bien représenté sur cette diapositive déjà ancienne, qui vous montre sur la partie de gauche qu'il y a des taux plus élevés de noradrénaline chez les patients non survivants que chez les patients survivants, et sur la partie de droite qui vous montre l'évolution de ces taux de noradrénaline en fonction de l'évolution. Donc en gros, chaque fois que vous faites une agression, c'est vrai pour le choc septique, mais c'est encore plus vrai pour les autres chocs, cardiogéniques, hémorragiques, vous allez sécréter de l'adrénaline qui est l'hormone du stress et de la noradrénaline qui est l'hormone de la régulation de la pression artérielle. On sait aussi, et on en a parlé, qu'avoir trop de catécholamine, en avoir pendant longtemps, c'est pas bon. Et ça, je vous montre ici le papier Princeps qu'a décrit le Takotsubo, donc la cardiomyopathie induite par les catécholamines, qui vous montre sur la partie de droite, je n'ai pas de pointeur, excusez-moi, les valeurs normales noradré-dopamine, qui les compare à des patients qui sont en stress, infarctus myocarde type 3, donc c'est déjà des patients qui ont un peu d'insuffisance cardiaque, et qui les compare à des patients qui ont une cardiomyopathie induite par les catécholamines sur la partie gauche. Et vous voyez que les taux de catécholamines chez ces patients qui ont un Takotsubo sont extrêmement élevés. Et on sait que ça s'associe à une insuffisance ventriculaire gauche, à une défaillance myocardique et à des lésions de la fibre myocardique qui sont absolument caractéristiques. En gros, on en a besoin des catécholamines lors de l'agression, on en a besoin pour le traitement, mais on sait aussi qu'ils ont des effets secondaires potentiellement délétères qui vous sont mis ici, les tachyarrhythmies, des effets moins visibles, notamment la stimulation de la croissance bactérienne, des effets d'immunosuppression, de modulation métabolique, production de lactate par exemple, dont on peut discuter, des effets thrombogéniques, et puis ces catécholamines, on le sait aussi, ça c'est typique. En gros, elles font travailler plus, mais pas toujours avec une bonne efficience. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup d'énergie pour aller d'un point A à un point B, alors qu'on pourrait faire un petit peu mieux. Et donc, elles peuvent induire une augmentation du travail cardiaque, du remodelage ventriculaire, c'est un petit peu plus long, et puis des effets délétères sur la fibre myocardique. Il existe donc un vrai rationnel à utiliser les bêta-bloquants dans ces situations de réanimation qui sont caractérisées par un état hyperadrénergique, puisqu'on connaît, Jérôme en a décrit une partie des effets anti-inflammatoires, des effets sur l'efficience métabolique qui sont beaucoup utilisés aussi dans l'insuffisance cardiaque. Ils sont bien évidemment cardioprotecteurs, antithrombotiques, et puis on sait qu'ils vont favoriser, lorsqu'on est exposé pendant longtemps de fortes doses de catécholamine, ils vont favoriser la repousse, entre guillemets, l'exocytose, des récepteurs adrénergiques. Donc, on est toujours dans une situation duale un petit peu, c'est est-ce que l'on va plutôt mettre des catécholamines pour traiter? On connaît les effets bénéfiques à court terme, les effets un petit peu délétères à moyen terme, ou est-ce que l'on peut utiliser les bêta-bloquants? Parce que il existe, et ça a été montré dans la littérature, et il y a un éditorial syllabisé. Est-ce que c'est une idée de génie ou est-ce que c'est une idée de fou d'utiliser les bêta-bloquants, par exemple, dans le choc septique? Et on doit toujours jouer entre ça. Effectivement, en état de choc, vous avez une augmentation de la fréquence cardiaque, qui est salvatrice la plupart du temps. On a besoin de cette fréquence cardiaque pour maintenir notre débit cardiaque. Et les bêta-bloquants, eux, vont induire une diminution. On a des effets vasopresseurs. On peut observer aussi une diminution de la pression artérielle. On a besoin d'effets inotropiques. Les bêta-bloquants, par essence, ils vont diminuer l'action des bêta-bloquants et donc diminuer l'inotropisme. Et puis, on peut avoir des effets bien plus subtils sur le métabolisme et sur l'immunité. Donc, on est en permanence dans cette question-là. Et jusqu'à maintenant, il faut reconnaître
que l'utilisation des bêta-bloquants dans les états de réanimation, dans les états de choc notamment, c'est accompagné d'une très grande prudence des réanimateurs. Ce que l'on fait en général, c'est qu'on arrête les bêta-bloquants et qu'on n'a pas toujours tendance à les remettre. Je vous ai mis ici une figure qui est très, j'ai oublié de mettre dans quel article, d'une revue de la littérature, montrant, c'est juste le cœur, les effets pliotropiques qu'ont les bêta-bloquants sur la fonction myocardique. Par exemple, sur la partie chronotrope, sur la partie inotrope, sur le contrôle des influx calciques, sur le contrôle des arythmies. Et donc, effectivement, les bêta-bloquants peuvent moduler de façon extrêmement importante cette fonction myocardique. Il faudra aussi en tenir compte lorsqu'on va les utiliser. Alors, quelles sont les indications potentielles? La première, c'est la reprise d'un traitement préalable. On a l'habitude dans le service, lorsque les malades arrivent, et comme on n'est pas très bien informatisé, de mettre en attente. C'est bien parce que ça permet de se rappeler de ce qu'il faut faire, et c'est très important, par exemple, dans des situations comme le post-chirurgie cardiaque. Post-chirurgie cardiaque, on sait que ne pas reprendre les bêta-bloquants, il le dira probablement tout à l'heure, ça va être associé à une très grande incidence d'arythmie. Les indications classiques, oui, vous avez besoin des bêta-bloquants. Dans les indications que l'on utilise chez les malades moins aigus, l'hypertension artérielle, on peut traiter une crise hypertensive. C'est évidemment un excellent traitement de l'insuffisance cardiaque chronique, de la prévention des troubles du rythme. C'est un très bon traitement de maintien de la pression artérielle lors d'une dissection aortique avant l'intervention. Et puis, par réanimation, il y a des indications potentielles. Je vous en ai listé quelques-unes. Ce que traitera et dont je parlerai un petit peu, Jean-Luc, tout à l'heure, donc les troubles du rythme ventriculaire, supraventriculaire, ralentissement de la fréquence cardiaque, tacot-subo, orage thyroïdien, choc septique, entre guillemets, on en a parlé, mais on en reparlera un petit peu. Et puis d'autres indications potentielles que l'on peut retrouver. Utilisation de la mort, lors de la mort cérébrale, utilisation lors de l'ECMO véno-veineuse pour améliorer le rapport entre le débit de l'ECMO et le débit systémique. Alors, quelles sont les molécules à notre disposition? On a ce qui existe dans l'arsenal thérapeutique classique du patient, les molécules que l'on peut prendre per os. Ces molécules, elles sont essentiellement intéressantes pour nous à différencier en termes de cardiosélectivité. Est-ce qu'elles vont être uniquement actives sur les bêta-récepteurs, bêta-1 récepteurs cardiaques, et préserver les autres bêta-récepteurs? Et deuxièmement, elles sont intéressantes en termes de demi-vie. Et voyez, vous connaissez un certain nombre de médicaments que je vous ai cités ici. La ténormine, qui est un médicament relativement classique, donc 9 heures de demi-vie, donc plusieurs prises. Le bisoprolol, le soprol, qui est le médicament de l'insuffisance cardiaque, mais qui a une demi-vie assez longue, donc en 2 prises, 11 heures de demi-vie. Le Sotalex, qui a une demi-vie très longue, donc plutôt de la monoprise. Et puis l'esmolol, dont on va parler, qui est la molécule utilisable par voie intraveineuse, qui, grâce à un métabolisme très particulier, a une demi-vie très courte, autour de 9 minutes. Alors l'esmolol, c'est un bêta-1 sélectif dont la bêta-sélectivité est équivalente au métoprolol, qui est la référence en matière de bêta-sélectivité. Il est utilisable sous forme IV, c'est très bien pour nous. Il a une demi-vie très courte, qui est de 9 minutes, qui est indépendante des fonctions rénales et hépatiques. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant pour nous. Ce qui veut dire que lorsqu'on va l'arrêter, vous n'allez pas pour très longtemps avoir des effets soit bénéfiques, soit des effets secondaires. En général, dans les modes d'action en réanimation, on ne fait pas de bolus, ce que vous trouverez dans la MM, mais on ne fait pas, sauf en cas de crise hypertensive. Et puis les posologies, voilà, en général, c'est fourni sous forme, pour le moment, de poche de 250 ml, contenant 10 mg par minute. La prudence veut qu'en réa, on débute très doucement, 10 CCE, voire 5 CCE. On discutera un petit peu des objectifs. Le principal objectif thérapeutique, c'est la titration sur l'objectif fréquence cardiaque pour l'instant. Juste faire attention qu'en général, l'effet sur la fréquence cardiaque, vous le voyez assez rapidement, l'effet sur la pression artérielle, il est un petit peu retardé. Donc si ça ne marche pas sur la fréquence, patientez un petit peu parce que vous pouvez avoir une chute de pression derrière et il faut être relativement prudent. Alors l'ACFA, je vais aller assez vite, juste vous montrer 2 cas cliniques d'utilisation et je pense que je connais le topo de Jean-Luc, il vous dira beaucoup d'autres choses. On l'utilise beaucoup, nous, en cas de post-chirurgie cardiaque. On l'utilise sans bolus, après écho, et vous verrez pourquoi c'est important. On débute doucement, on surveille, on continue bien évidemment la pression artérielle et la fréquence. Et puis l'objectif, voilà, j'ai mis 100 par minute, ça dépend du malade, ça dépend de sa fonction cardiaque, etc. L'écho, c'est important pour s'affranchir des grandes défaillances myocardiques qui ne vont pas être une très bonne indication à un traitement bêta-bloquant. Et puis, c'est une valeur de test. Si ça marche bien, on peut relier Peros. Je vous montre ici un bon exemple. Voilà, c'est un homme de 75 ans qui fait un sepsis grave post-chirurgie cardiaque avec un choc septique. Il a une ACFA rapide, il a une OG limite, il n'a pas eu de TO récente, donc il n'a pas été choqué. Un traitement par amiodarone n'empêche pas la tachycardie d'être rapide. Le patient, avant esmolol, il est sous noradrénaline, il a 3 mg de noradrénaline, il a un index cardiaque correct, une fraction d'éjection conservée, une ASO2 qui est correcte, il est très rapide.
Donc on discute l'indication de l'esmolol, on dit peut-être, probablement, ça va aider peut-être à le réduire, en tout cas à le ralentir, et peut-être qu'on va améliorer un certain nombre de choses. On instaure l'esmolol sans dose de charge, jusqu'à une dose maximale de 80 microgrammes km minute. Ça s'est passé quand même sur quelques heures. La fréquence redescend, et ce que l'on aperçoit, et ça vraiment on l'a souvent maintenant, 1, l'index cardiaque se maintient, 2, on sève la noradrénaline, en tout cas on la baisse de façon très importante, et puis ce patient qui était en ACFA depuis 8 jours se retrouve en rythme sinusal à H32 de traitement, et on fait un traitement relais-Pérouse. Il y a aussi des mauvais exemples, et celui-là j'en suis personnellement responsable. Un homme de 23 ans qui a un Marfan, il est opéré d'une dissection aortique, ça se passe bien sur le plan chirurgical, mais il fait aussi une infection, un choc septique, etc. Il a un feu post-opératoire normal, il est en réachirurgie cardiaque, il est extubé, bon, il a une ACFA qui résiste un petit peu à l'amiodarone, ça passe comme ça, puis il nous est transféré. Puis lorsqu'on le voit, on voit un jeune homme qui va plutôt pas trop mal, il est en ACFA très rapide, il a une bonne pression artérielle, il n'y a pas de vasopresseur. Je passe très rapidement, on me demande, je ne regarde pas beaucoup le malade, et je lui dis, mets-lui de l'esmolol. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est considéré comme une pratique courante dans le service, ça va aller bien, il est jeune, il a un bon cœur. Et on fait ça, la fréquence baisse, et puis il fait un tableau de chute de pression, il se met dans un tableau d'OAP massif, fluoride, qui induit quasiment l'intubation, on est obligé de faire de la VNI. Et puis finalement, on refait l'écho tout de suite et on s'aperçoit, après l'arrêt de l'esmolol, que ce patient, insidieusement, bien qu'il soit jeune, avait développé probablement une cardiopathie rythmique parce qu'il était en ACFA rapide depuis plusieurs jours, que sa FE avait chuté, qu'il n'a pas du tout supporté la baisse de fréquence cardiaque. Mauvais exemple, ça veut dire qu'effectivement, attention, ça n'est pas une thérapeutique que vous devez utiliser comme ça, comme vous direz, je mets la NOR ou pas la NOR, d'ailleurs ce qu'on ne devrait pas faire. Là, il faut à chaque fois, il faut regarder, il faut monitorer, il faut réfléchir. On n'a pas fait l'écho, on n'a pas respecté le standard, on n'a pas respecté le protocole. La punition aurait pu être pour le malade beaucoup plus grave que ça. On change de sujet. Est-ce que l'on peut utiliser les bêta-bloquants dans le choc cardiogénique? Non. Pendant le choc cardiogénique, non, bien évidemment. C'est vraiment la très mauvaise indication. Et on l'a dit, ça, dans cette RFE qui est multidisciplinaire, Société de chirurgie cardiaque, Société de cardiologie, la SFAR, la SRLF, la SFMU. On ne met pas de bêta-bloquants dans le choc cardiogénique. Mais oui, c'est une thérapeutique du post-choc. Et nous avons dit, il faut introduire très précocement, après le sevrage des vasopresseurs, une thérapie par bêta-bloquant, puis le reste, inhibiteurs de l'IEC, les antagonistes de l'aldostérone. C'est le traitement de base de l'insuffisance cardiaque, plus les diurétiques. C'est quelque chose qu'il faut faire tôt, dès que les vasopresseurs sont sevrés. Et ce qu'on fait en général, on utilise du cardanciel, qu'on commence très doucement. Ça, c'est de la thérapeutique d'insuffisance cardiaque que l'on fait en réanimation. Le patient peut être encore ventilé, simplement, il n'a plus de vasopresseur. Il commence à récupérer la fonction. Et si on veut l'extuber un jour, il faut améliorer sa fonction myocardique. Choc septique, je vous montre cette étude. On peut en parler, elle a été publiée. C'est l'étude d'Andrea Morini. Étude très curieuse. Patient traité après 24 heures de choc septique, restant tachycarde, ce qui est un petit peu rare. Des patients un petit peu particuliers. Le but était de descendre la fréquence cardiaque. C'était vraiment, et c'est le titre de l'article, c'était le contrôle de la fréquence cardiaque. Et lorsqu'on regarde, il y a beaucoup de résultats, il y a moins de noradrénaline qui est faite, moins de défense viscérale, il y a beaucoup de biais, beaucoup de choses compliquées dans cette étude. En gros, ce n'était pas le but initial, mais on s'aperçoit que les patients, là, ont une mortalité qui paraît très nettement diminuée lorsqu'on utilise l'esmolol dans le choc septique. Alors voilà, c'est une étude qui a fait beaucoup parler, qui a beaucoup de biais, qui n'a pas été reproduite en l'état pour l'instant, qui fait appel, entre guillemets, qui a inclus des malades dont on ne voit pas toujours lesquels ils sont, parce que des patients qui sont très tachycardes après 24 heures de réanimation de choc septique, on n'en a pas beaucoup dans les services, il suffit de regarder, qui utilisent aussi d'autres tactiques moins classiques en France, notamment l'utilisation large du lévocimendant, qui est l'antagoniste, entre guillemets, des effets myocardiques délétères de l'esmolol. Donc c'est à discuter. Alors nous avons mis en place une étude qui s'appelle ESMO-Sepsis, vous pouvez trouver les détails sur le site clinicaltrial.gov. Donc c'est une étude de faisabilité dans le choc septique précoce, monitoré et réanimé. Donc on a décidé d'inclure des patients qui sont hyperkinétiques, qui ont une fraction d'éjection normale, qui ont une fréquence cardiaque. Le but est de faire sur 6 heures de l'esmolol, de réduire la fréquence cardiaque et de regarder ce qui se passe. Alors on regarde au niveau macrosystémique avec un PICO, une SO2, de l'écho-cœur répété, au niveau microcirculation avec de l'OPS, de la cléarance de l'ECG, etc. Le patient est multimonitoré, son remplissage à volémie est en permanence adapté. Et on s'est mis des garde-fous en termes de chute de pression ou de nécessité d'augmentation de la noradré ou de chute du débit cardiaque. Voilà. On a inclus une dizaine de patients à l'heure actuelle. Je ne vous donne pas les résultats, j'en ai pas. Sachez simplement que ça n'est pas très facile. Voilà. Simplement, lorsqu'on inclut des malades tôt, la fréquence cardiaque, elle est de temps en temps utile pour le patient. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve les bonnes indications. J'en dirai pas plus, que j'espère vous la présenter
terminer l'année prochaine. Alors les autres indications sont des indications, on va dire, d'ultra spécialistes et de services très spécialisés. On l'utilise beaucoup pour l'orage rythmique. Alors on travaille avec la cardiologie, on a que quasiment la moitié de nos malades sont des malades cardio. Les orages rythmiques compliqués, on utilise beaucoup l'esmolol sous monitorage bien évidemment, et éventuellement sous ECMO. Alors sous ECMO, il n'y a pas de souci. La fonction cardiaque, elle est assurée, en tout cas pas la fonction, mais au moins la perfusion par la machine. Vous pouvez mettre des bêta-bloquants, des bêta-bloquants courts, vous arrêtez l'orage rythmique et vous pouvez éventuellement introduire d'autres traitements. On l'utilise aussi pour des indications qui sont vraiment des indications particulières, pour améliorer l'oxygénation des patients en ECMO, par exemple des patients qui sont très hyperkinétiques. Il existe des patients en choc septique qui ont 15 I de débit cardiaque. Vous ne pouvez pas, à 15 I de débit cardiaque, si vous voulez 60% de débit d'ECMO, ce qu'il faut pour oxygéner, vous ne pouvez pas avoir ça avec une ECMO véno-veineuse. Donc on utilise différents petits trucs pour diminuer ce débit cardiaque. Et un des trucs éventuels, c'est diminuer la fréquence, soit en diminuant la température, soit en diminuant la fréquence par un médicament comme l'esmolol. Et puis éventuellement, ce que l'on fait de temps en temps, c'est les tests de réintroduction. C'est-à-dire, vous l'avez tous vu, lorsqu'on réintroduit des IEC ou lorsqu'on introduit des bêta-bloquants, on peut avoir une catastrophe transitoire, une baisse de pression qui nécessite la réintroduction de la noradrée. De temps en temps, on fait ça chez les malades fragiles. On utilise l'esmolol. Si ça ne marche pas bien, c'est pas grave. 20 minutes après, c'est fini, c'est terminé. Et vous dites, voilà, on reverra demain pour introduire les bêta-bloquants. Donc ça permet tout de même d'avoir une vraie sécurité. Ce médicament, en tout cas, par ses propriétés pharmacologiques, permet de travailler en sécurité. C'est-à-dire, vous n'êtes pas inquiet. 20 minutes après, c'est terminé. Donc le malade peut se cracher fort. Ça peut arriver. Il faut bien le monitorer. Mais en tout cas, 20 minutes après, c'est terminé. Pour conclure, c'est clairement des médicaments majeurs dans notre arsenal thérapeutique, de A à Z, en partant de la partie pré-réanimation, de la réanimation, de la post-réanimation et du suivi. Donc le réanimateur doit y penser, et il doit sortir, notamment lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque, sous bêta-bloquant. C'est quelque chose d'indispensable. Un des rôles des réanimateurs dans la pathologie cardiaque est de réintroduire le traitement et ne pas attendre que le cardiologue le fasse. Il faut effectivement évaluer le bénéfice-risque à chaque fois que l'on utilise. Le monitorage, on a discuté ce matin, mais dans cette situation, avec des médicaments compliqués à utiliser, ça me semble indispensable. Et puis, évidemment, vous l'aurez compris, il y a un intérêt tout particulier de l'esmolol dans les indications de réanimation qui est lié